Bonsoir à tous. Donc, séance du 10 juin 2020, lecture des Essais de Montaigne. Nous allons réfléchir sur la question de la morale en privilégiant les textes de Montaigne sur la cruauté et le mensonge. Donc, nous sommes le 10 juin 2020. Alors, cette réflexion sera peut-être inaboutie, mais évidemment, je ne prétends pas non plus épuiser le sujet. Mais je voudrais tout de même montrer comment Montaigne aborde la question morale. Alors, cette séance s'appuiera surtout sur la lecture des essais consacrés à la cruauté et au mensonge, qui sont chez Montaigne deux thèmes très importants. Et j'indique les essais concernés. Alors, prenez bien note, vous avez d'abord dans le livre 2 des essais, chapitre 11, sur la cruauté, chapitre 27, la couardise mère de la cruauté. Concernant le mensonge, livre 1, chapitre 9, sur les menteurs. Chapitre 2, non, chapitre 18, livre 2, sur le démenti. Alors, au XVIe siècle, le terme n'a pas le sens qu'il a aujourd'hui. Démentir quelqu'un, c'est l'accuser de mentir, hein. Un démenti, c'est une accusation de mensonge. Ensuite, il y a aussi un autre chapitre très important, c'est le premier chapitre du livre 3, qui a pour titre sur l'utilité et sur l'utile, pardon, sur l'utile et l'honnête. Le, le chapitre 17 du livre 2 sur la présomption. Et puis, je m'appuierai sur des textes que nous avons lus cette année. Alors, sur les cannibales, par exemple, le chapitre 31, livre 1, le chapitre 6, livre 3 des coches, et puis le chapitre que mon frère est venu expliquer concernant la coutume, hein, sur la coutume et le fait qu'on ne change pas, c'est-à-dire chapitre 23, livre 1. Voilà l'ensemble des chapitres sur lesquels on va s'appuyer. Alors, la morale, c'est c'est un ensemble de normes et de valeurs. C'est un ensemble de normes et de valeurs qui s'imposent à notre conscience et qui ordinairement s'imposent à notre conscience sans que nous prenions la peine de nous interroger sur leur légitimité. Seulement, comme l'a bien compris Montaigne, il est difficile de parler de la morale au singulier. Il est difficile de parler de la morale dans l'absolu. Alors, nous avons vu pourquoi en lisant l'essai sur les cannibales et aussi l'essai sur les coches. À l'intérieur de leur société, les hommes ont les mêmes normes, ils partagent les mêmes valeurs. C'est vrai du côté des Occidentaux, c'est vrai aussi du côté des Indiens d'Amérique, mais vous le savez bien, chaque société, chaque communauté, on peut dire même chaque culture, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, eh bien, chaque culture a des normes et des valeurs qui lui sont propres. Les diverses sociétés euh, qui existent dans le monde sont en désaccord sur ce qui est permis, sur ce qui est défendu, sur le bien et sur le mal. L'Européen qui débarque chez les Indiens du Brésil est horrifié par la pratique du cannibalisme, mais comme le montre également Montaigne, les Indiens du Brésil qui sont venus visiter la ville de Rouen en 1562, eh bien, ils trouvent très bizarre que les Européens acceptent que des hommes soient pauvres et affamés quand les autres sont gorgés de richesses. Vous vous souvenez de cet épisode qui se trouve à la fin de l'essai sur les cannibales. Toujours est-il qu'il semble très difficile, peut-être même impossible, d'envisager une morale universelle, une conception du bien et du mal qui vaille pour tous les hommes, quelle que soit leur société. Alors on peut se demander si Montaigne n'est pas amené à
au fond, a euh, adopté une position relativiste. Est-ce qu'il est relativiste en matière de morale? Autrement dit, est-ce que la morale est seulement un fait social contingent qui repose seulement sur la coutume d'un pays? Alors, ici, il faut mesurer toutes les conséquences d'une telle position. Si la morale repose seulement sur la coutume, tout est possible en matière de mœurs et tout se vaut. Rien ne vaut dans l'absolu, ou ce qui vaut, vaut seulement dans le contexte d'une société. Et ici, vous vous souvenez de ce fameux chapitre 23 du premier livre sur la coutume et le fait qu'on ne change pas. Vous avez des formules dans ce chapitre qui semblent bien aller dans ce sens, dans le sens d'un relativisme. Je lis par exemple page 142. Hein, mon frère avait souligné ce passage. Les lois de la conscience, dont nous disons qu'elles naissent naturellement, naissent de la coutume. Chacun ayant en intime vénération les opinions et les mœurs approuvées et admises autour de lui, ne peut s'en détacher sans remords, ni s'y appliquer sans contentement. Alors, selon cet extrait, eh bien, la conscience ne fait qu'intérioriser les opinions et les mœurs d'une société. Ces jugements moraux, eh bien, s'expliquent seulement par des causes sociologiques. Et s'interroger sur leur bien fondé, ce serait nourrir l'illusion que ces jugements puissent être établis par la raison. Ce serait oublier leur relativité sociologique et prétendre qu'ils puissent être des jugements absolus. Et d'ailleurs, dans le même chapitre, toujours le fameux chapitre 23 du premier livre, Montaigne écrit encore, page 137, je cite, la raison humaine est une teinture faite de toutes nos opinions et mœurs, de quelque forme qu'elles soient, infinie en matière, infinie en diversité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que non, que nous croyons que la raison est autonome, alors que, en réalité, elle ne fait que justifier ce qui résulte de la coutume, quelle que soit d'ailleurs cette coutume. Et la coutume est d'autant plus efficace qu'elle endort la vue de notre jugement, comme dit Montaigne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aperçue et qu'elle nous conditionne à notre insu. Et ainsi, nous trouvons naturelles les mœurs dans lesquelles nous avons grandi, et à l'inverse, les mœurs très différentes des nôtres, eh bien, nous semblent relever d'une folie collective. Et là encore, je cite une formule du fameux chapitre 23, par là arrive que ce qui est hors des gonds de la coutume, eh bien, on le croit hors des gonds de la raison. Alors, pour juger librement, sans préjugés, la valeur morale de telle ou telle coutume, il faudrait se servir de critères d'appréciation qui ne soient pas déjà façonnés à notre insu par la culture dans laquelle nous avons construit notre identité. Mais cela est-il possible? Ce que nous appelons la raison, n'est-ce pas seulement la coutume qui nous a façonnés? Alors, si maintenant nous lisons l'essai sur les cannibales, hein, vous vous souvenez de cet essai? Eh bien là, il semble bien qu'on ait, disons, une autre position. Ce qui paraît impossible à la lecture du chapitre 23 du premier livre, là, va paraître possible. C'est-à-dire que si vous lisez bien donc le chapitre sur les cannibales, il semble bien que Montaigne distingue très clairement la raison de la coutume. Et ici, souvenez-vous de quelques passages assez importants dans ce chapitre sur les cannibales où Montaigne réfléchit sur l'usage du mot barbare. Nous employons
ce terme pour caractériser le cannibalisme des sauvages, des Indiens du Brésil. Je cite Montaigne, page 255. Il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, d'après ce qu'on en a dit, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas dans ses coutumes. Et puis plus loin, page 261, nous pouvons donc bien appeler ces hommes barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, c'est-à-dire eu égard à nos coutumes, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Alors voilà deux passages qui me semblent très importants et dont il faut rappeler effectivement le sens. Montaigne ici établit une distinction. Il distingue deux sens du mot barbare. Vous avez d'abord un sens ethnocentrique, et vous savez bien que dans l'essai sur les cannibales, Montaigne dénonce l'ethnocentrisme des Occidentaux, hein, c'est-à-dire que l'ethnocentrisme consiste à ériger les jugements de valeur de notre propre culture en jugement absolu. Et à partir de là, eh bien, nous rejetons les peuples qui ne se conforment pas à nos mœurs et à nos valeurs. Voilà, c'est ça l'ethnocentrisme. Alors l'ethnocentrisme, c'est le fait des Occidentaux, mais ça peut être aussi le fait des Indiens, hein. C'est quelque chose qui est au fond commun à toutes les cultures. Chaque culture a tendance à se considérer comme le centre du monde. Bon, ça, effectivement, c'est le premier sens du mot barbare. Nous faisons un usage ethnocentrique de ce terme. Et c'est dans le même esprit que plus tard, en 1947, Claude Lévi-Strauss, célèbre ethnologue français, prononcera une conférence à l'UNESCO à laquelle on donnera comme titre plus tard Race et Histoire. Et dans cette conférence, eh bien, il dit la chose suivante: le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Voilà. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. C'est-à-dire, au fond, c'est parce que nous croyons que l'autre n'est pas vraiment humain, hein, c'est parce que nous pensons qu'il s'écarte des normes de l'humanité que nous allons le traiter de manière inhumaine, hein. Voilà, c'est ça que veut dire ici Lévi-Strauss. Et ce que dit Lévi-Strauss est tout à fait dans la continuité de ce que dit Montaigne. Mais comme l'indique Montaigne, il ne faut pas confondre nos coutumes avec les règles de la raison. Il y a donc, selon lui, des règles de la raison qui nous conduisent à considérer que le cannibalisme des Indiens est une pratique barbare. Oui, c'est vrai, le cannibalisme est une pratique barbare. Autrement dit, c'est une pratique inhumaine. Mais ici, attention, le mot barbare renvoie à un jugement moral négatif qui n'est pas lié à une culture en particulier. C'est un jugement moral ici absolu, absolu qui conduit à rejeter toutes les pratiques, au fond inhumaines, quelle que soit la culture de ceux justement qui les pratiquent. Et pourquoi elles sont barbares, ces pratiques? Parce qu'elles sont contraires à l'humanité, car elles portent atteinte à l'humanité. Et là, ça peut se dire aussi bien de pratiques qui sont celles des Occidentaux que des pratiques des Indiens. Le cannibalisme est une pratique barbare. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit aussi Montaigne dans ce passage. Les, comment dire, les Indiens, certes, sont barbares en ce qu'ils pratiquent le cannibalisme, mais ils le sont moins que nous. Nous les surpassons en toutes sortes de barbaries, dit Montaigne. Et ici, Montaigne fait référence à la pratique de la torture qui est utilisée en Occident pour arracher les aveux. Et cette torture est infiniment plus inhumaine et donc barbare que le cannibalisme. Et ici, alors ce qui est très intéressant, c'est de dire ce que dit Montaigne à ce sujet. Quand il s'adresse aux lecteurs européens qui, très volontiers,
exprime toute l'horreur qu'il ressent face à la pratique du cannibalisme des Indiens, eh bien, voici comment Montaigne s'adresse à lui, à ce lecteur, hein. Voici ce qu'il écrit dans le chapitre sur les cannibales. Je cite: «Je ne suis pas fâché que nous soulignions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action, mais plutôt du fait que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles à l'égard des nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par des tortures et des supplices un corps ayant encore toute sa sensibilité, à le faire rôtir petit à petit.» Alors, vous voyez que en mangeant le corps d'un ennemi qui est mort, eh bien, l'Indien cannibale est beaucoup moins barbare que l'Européen qui s'acharne sur un corps vivant et souffrant, comme c'est le cas avec la torture. Donc, si je fais un premier bilan, que les hommes confondent souvent ce qu'ils appellent la raison avec ce qui, en réalité, est de l'ordre de la coutume, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que la raison soit réductible à la coutume, comme le montre justement l'essai sur les cannibales. Il semble possible, au vu de ce que démontre Montaigne justement dans cet essai, il semble possible de se distancier des habitudes, des schémas de pensée, des jugements de valeur, qui sont ceux de notre propre culture, pour s'ouvrir à une morale universelle, à une morale qui fait, au fond, de l'humanité sa référence absolue. C'est-à-dire qu'au fond, si nous lisons bien l'essai sur les cannibales, eh bien, on voit que pour Montaigne, la morale, ce n'est pas simplement une affaire particulière, réductible aux valeurs d'une société. Il y a une morale universelle. Il y a une morale universelle qui, d'ailleurs, nous incite à mettre en question les valeurs de notre propre culture. Alors, pour bien juger, donc pour élaborer une morale ouverte sur l'universalité humaine, ben il faut un travail de réflexion critique, un travail de décentration, de décentrement, comme vous voudrez, qui permette d'échapper à l'emprise intellectuelle et affective de la société à laquelle nous appartenons. Et justement, c'est ce travail que fait Montaigne dans l'essai sur les cannibales. Parce que l'essai sur les cannibales, finalement, c'est moins un essai sur la manière de vivre des cannibales que sur notre façon de juger, en réalité. Alors, je repose ma question. Montaigne est-il relativiste? Alors, dans une certaine mesure, oui, lorsqu'il s'agit de combattre l'ethnocentrisme, lorsqu'il s'agit de combattre l'intolérance qui découle de cet ethnocentrisme. Mais il ne s'agit pas pour lui de conclure que toutes les coutumes se valent. La tolérance qui est celle de Montaigne ne le conduit pas à adopter une sorte d'indifférence passive. Ou si c'était le cas, si c'était vraiment le cas, eh bien, il ne dénoncerait pas dans la conquête espagnole du Mexique et du Pérou, je cite, une boucherie, tout comme sur des bêtes sauvages, une boucherie générale, autant que le feu et le fer ont pu y parvenir. C'est une citation de l'essai sur les coches que nous avons lu cette année. Donc, et d'ailleurs, j'ajouterais volontiers que s'il avait vécu au XXe siècle, on peut le dire tout de même, jamais Montaigne n'aurait pu tolérer le génocide nazi, jamais il n'aurait pu le tolérer au motif qu'il s'agissait là de la pratique d'une culture différente, d'une culture étrangère. Jamais il n'aurait pu effectivement adopter un tel point de vue. Et je le dis sans qu'il y ait de ma part comment dirais-je, une sorte de manière de faire parler Montaigne, hein. Je crois qu'effectivement, c'est exactement ce qu'il pense, hein, si nous lisons l'essai sur les cannibales. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir à la manière dont Montaigne envisage la conscience morale. Comment, selon lui, la conscience morale peut-elle
s'élever à l'universalité. Ça, il va falloir cette fois-ci être un peu plus précis. Alors, dans un premier temps, bah, nous verrons que la conscience morale s'oppose de manière générale au vice, mais surtout au pire de tous les vices, qui est la cruauté. Le pire de tous les vices, c'est la cruauté, dit Montaigne. Et c'est dans le refus de la cruauté que l'homme découvre, au fond, l'humanité comme sentiment d'appartenance qui lie les hommes les uns aux autres. Vous voyez, ce texte sur la cruauté est très important parce que c'est là qu'au fond, on va aussi découvrir la notion d'humanité, hein, finalement. C'est que ce refus de la cruauté fait découvrir, hein, le sentiment d'humanité. Et dans un second temps, on verra que la conscience morale s'oppose résolument aussi à cet autre vice qui est le mensonge. Alors ça, c'est aussi très important dans l'œuvre de Montaigne. Il y revient souvent, il condamne très souvent le mensonge, dans plusieurs essais. Alors, la conscience morale, elle est gouvernée par la raison. Elle est gouvernée par la raison en ce qu'elle est la recherche d'un accord avec soi-même. En ce que la raison est ici la raison de l'homme qui s'oblige librement, dans l'intimité d'un rapport à soi, dans l'intimité de sa conscience, et ne se contente pas de se conformer aux règles extérieures de la société dans laquelle il vit. Au fond, la conscience morale ne consiste pas à intérioriser les normes et les valeurs de sa propre culture, ou alors elle n'est pas grand-chose. La conscience morale existe tout entière dans cette interrogation, finalement, sur les valeurs, hein, que nous suivons. Et elle consiste, au fond, à ne suivre que celles que nous avons vraiment nous-mêmes authentifiées. Alors, l'exigence morale est une exigence de véridicité. C'est-à-dire, elle exige que nous nous manifestions au dehors, face aux autres, en présence des autres, comme nous sommes au-dedans de nous-mêmes. Donc, elle exige que nous ne mentions pas. Elle exige que ce que nous montrons aux autres, eh bien, soit conforme à ce que nous pensons intérieurement. Le mensonge, et ça c'est un point très important, hein, dans l'analyse de Montaigne, c'est le vice dont ont besoin tous les autres vices. C'est-à-dire que l'homme vicieux, celui qu'on peut appeler le méchant, hein, l'homme vicieux, c'est d'abord un menteur, car il a besoin de dissimuler ses pensées, il a besoin de dissimuler ses intentions. Et d'ailleurs, lui-même, souvent, se ment à lui-même. Il se dissimule ses propres pensées, ses propres intentions pour agir comme il agit. Il entend ainsi échapper à tous les regards, y compris à son propre regard. Ça veut dire ici, tout simplement, qu'il refuse toute interrogation morale sur lui-même, sur ses propres actions. Il refuse de s'interroger sur la valeur de ce qu'il fait. Voilà, hein, c'est ça qui est important. Bon, mais d'abord, nous allons examiner la cruauté. Et alors, cet examen occupera, oh, la majeure partie de notre propos. Je serai forcément plus court, faute de temps, sur la question du mensonge. Je présenterai simplement l'essentiel. Alors, la cruauté, c'est pour Montaigne, je l'ai dit, le pire des vices. C'est celui qui s'exprime par la torture, par les supplices, par tous les massacres auxquels se livrent les hommes, particulièrement lors des guerres civiles. Alors, on serait tenté de penser que la cruauté constitue une sorte d'exception. Elle serait un phénomène rare, elle serait le fait de quelques individus excessifs qui, à certains moments de leur vie, se laissent aller à des violences extrêmes quand ils sont animés par la colère ou par la haine. Mais pour Montaigne, ce n'est pas ça. La cruauté n'est pas l'apanage de quelques individus, qui serait une exception. C'est une donnée constitutive de tous les êtres humains. Et ici, je lis un passage très important dans le chapitre sur la cruauté, page 528. La nature
je le crains, attache elle-même à l'homme quelque instinct qui le porte à l'inhumanité. Je reprends la formule. La nature, je le crains, attache elle-même à l'homme quelque instinct qui le porte à l'inhumanité. Nul ne prend son amusement à voir des bêtes jouer entre elles et se caresser, et nul ne manque de le prendre à les voir se déchirer mutuellement et se démembrer. C'est page 528, hein, dans la collection que je vous ai recommandée. Traduction André Langui. Alors, ici, nous allons voir que l'approche que fait Montaigne de la cruauté est double. Il la considère d'abord comme une donnée anthropologique. Comme nous venons de le lire, elle est un instinct qui porte l'homme à l'inhumanité. Toutefois, si c'est un instinct, c'est ce que nous allons voir, c'est un instinct qui se développe surtout dans certaines conditions. Et c'est ce que Montaigne explique dans beaucoup de passages. Alors, vous avez d'abord cette approche anthropologique et vous avez ensuite une approche proprement morale. C'est-à-dire que Montaigne, évidemment, considère ici la cruauté sur le plan moral. C'est un vice condamnable. Donc, il produit à son encontre une argumentation morale. Et cette argumentation morale, elle se trouve surtout à la fin de l'essai sur la cruauté. Alors, ces deux approches sont présentées dans une formule très importante qui se trouve page 524, donc de l'essai sur la cruauté, hein, et à laquelle d'ailleurs je reviendrai souvent. Je cite cette formule. Je hais, écrit Montaigne, je hais, entre autres vices, cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, en la considérant comme le plus grand de tous les vices. Je reprends. Je hais, entre autres vices, cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, en la considérant comme le plus grand de tous les vices. Donc, vous avez d'abord une haine répulsive, celle qu'éprouve Montaigne, une haine instinctive, qui est tout aussi instinctive que la cruauté qu'elle rejette, hein, puisque, je rappelle, la cruauté, c'est un instinct qui porte l'homme à l'inhumanité. Donc, vous avez une haine répulsive, une haine instinctive qui rejette, au fond, l'instinct de cruauté. Et puis, deuxième sorte de haine, une haine par jugement, une haine qui résulte du jugement moral. À ce moment-là, il s'agit d'une condamnation. Il n'est plus question d'une répulsion, mais d'une réprobation, ce qui n'est pas la même chose. Donc, vous voyez qu'ici, Montaigne ne dit pas seulement qu'il déteste à titre personnel et plus que tout la cruauté. C'est vrai qu'il le dit beaucoup, mais il ne dit pas que cela. Il veut aussi montrer que la cruauté est condamnable, condamnable au plus haut point, en tant qu'elle est le vice le plus extrême, en démontrant que nous sommes engagés en tant qu'humains par un devoir général d'humanité, dont la cruauté est la violation. C'est-à-dire qu'il va montrer à la fin de l'essai sur la cruauté, ici, qu'il y a un devoir général d'humanité et que, évidemment, la cruauté est une violation de ce devoir. Donc, ici, vous voyez, sous cette deuxième lecture, hein, eh bien, la cruauté est appréhendée comme une tentation que l'on peut combattre et qu'il faut condamner, qu'il faut rejeter, c'est-à-dire qu'il faut s'interdire de prendre du plaisir à faire souffrir d'autres hommes, car cette attitude est indigne d'un être humain qui est capable de réfréner ses instincts. Ce jugement moral, d'ailleurs, conduit Montaigne à condamner les pratiques de la justice de son temps, qui consiste à infliger des supplices aux condamnés à mort. Et je vous cite un passage de l'essai sur la cruauté que je trouve assez remarquable, c'est pages 525-526. Voici ce que Montaigne écrit. Quant à moi, tout ce qui, dans la justice même, est au-delà de la mort simple, me semble une pure cruauté. Et notamment chez nous,
qui devrions nous soucier d'envoyer à Dieu les âmes en bon état, ce qui ne peut pas être fait quand nous les avons ébranlées et désespérées par des tortures insupportables. Donc, page 525, 526. Comment comprendre en effet que la justice puisse imaginer rendre justice en infligeant les pires tourments physiques et moraux aux suppliciés? N'y a-t-il pas là un secret plaisir à voir des hommes hurler de peur et de douleur? Est-ce qu'il n'y a pas du sadisme, en fait, dans cette pratique judiciaire? Alors, on reproche aux Indiens d'Amérique de se livrer au cannibalisme, mais contrairement aux rites judiciaires des Européens, les Indiens ne s'en prennent pas aux vivants, ne s'en prennent qu'aux morts, et ils ne font pas souffrir des vivants, hein. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que Montaigne, ici aussi, dans l'Essai sur la cruauté, reprend l'exemple des Indiens du Brésil, hein, je cite: «Les morts, je ne les plains guère, et je les envierais plutôt, mais je plains bien fort les mourants. Les sauvages ne me choquent pas autant parce qu'ils rôtissent et mangent les corps des morts que ceux qui les torturent et les persécutent vivants. Les exécutions elles-mêmes faites par la justice, si raisonnables qu'elles soient, je ne peux pas les voir d'une vue ferme.» C'est page 525. Vous voyez, il n'hésite pas à reprendre l'exemple des Indiens, hein, dans ce chapitre sur la cruauté. Alors, comme le montre aussi encore Montaigne, le peuple serait tout autant impressionné de voir le cadavre des criminels être mis en morceaux que de les voir suppliciés vivants, puisqu'au fond, on pourra toujours rétorquer à Montaigne que la fonction de ces peines est dissuasive. Il s'agit d'impressionner le peuple pour le dissuader, hein, de commettre des crimes. Or, à cela répond Montaigne que le peuple serait tout aussi impressionné s'il voyait, au fond, le cadavre de ces criminels être mis en morceaux, hein. Ça aurait la même efficacité. Je cite Montaigne, page 526. Je conseillerais que ces exemples de sévérité, par le moyen desquels on veut maintenir le peuple dans le devoir, fussent employés contre les corps morts des criminels, les voir en effet privés de sépulture, les voir bouillir et mettre en morceaux, cela toucherait presque autant le vulgaire que les peines que l'on fait subir aux vivants. D'abord, c'est dans un contexte qui n'est pas le nôtre, hein. Bon, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, hein, il faut bien reconnaître que c'est seulement, franchement, au 19e siècle, hein, oh, 18e, 19e siècle, je dirais qu'on arrête une justice qui consiste à administrer des supplices aux condamnés. La guillotine, hein, tenait un progrès, hein, bon, par rapport à tout ça. Alors, considérons d'abord, si vous voulez, la cruauté sur le terrain de l'anthropologie, hein. Alors, je rappelle qu'elle est un instinct qui porte l'homme à l'inhumanité, hein, c'est la formule de Montaigne. Alors, si c'était seulement un instinct, eh bien, on ne pourrait que le constater. On ne pourrait absolument rien y faire. Toutefois, c'est un instinct qui ne se développe que dans certaines conditions, que Montaigne s'efforce de mettre à jour. La cruauté se manifeste dès le plus jeune âge, chez les enfants qui sont capables de tordre le cou d'un poulet ou de s'amuser à blesser un chat ou un chien. Et d'ailleurs, ici, il faut lire avec attention un extrait très important du chapitre sur la coutume, toujours le même, chapitre 23, premier livre, c'est page 135, je vous cite cet extrait. Je trouve que nos plus grands vices prennent leur pli dès notre plus tendre enfance et que la direction de notre caractère est principalement entre les mains des nourrices. C'est un passe-temps pour les mères de voir un enfant tordre le cou à un poulet et s'amuser à blesser un chien ou un chat. Et tel père est assez sot
quand il voit son fils frapper injustement un paysan ou un laquais qui ne se défend pas, pour prendre cela comme l'heureux signe annonciateur d'une âme martiale et comme un signe de finesse quand il voit duper son compagnon par quelque méchante et déloyale tromperie. Ce sont pourtant les vraies semences et racines de la cruauté, de la tyrannie, de la trahison. Elles germent alors et poussent ensuite vigoureusement et prospèrent fort entre les mains de l'habitude. Et c'est une très dangereuse éducation que d'excuser ces mauvaises inclinations par la faiblesse de l'âge et le peu d'importance de la chose. C'est page 135. Alors là, c'est un passage très intéressant et très important ici, que je viens de vous citer. Donc vous voyez que, au fond, certes, la, la cruauté est un instinct. C'est un instinct naturel. Bon. Mais cet instinct n'est rien sans une éducation qui le transforme en germe d'abord. Je cite Montaigne. Montaigne parle des vraies semences et racines de la cruauté. Donc, il y a d'abord une éducation qui transforme cet instinct en germe. Puis ensuite, en tendance profonde et irrépressible, avec l'habitude. Je cite encore un passage de Montaigne. Ces semences germent alors et poussent ensuite vigoureusement et prospèrent fort entre les mains de l'habitude. À partir de là, eh bien, il devient très, très difficile de combattre la cruauté quand elle a poussé comme une mauvaise plante, parce qu'une éducation, finalement, a favorisé son développement. Donc, vous voyez qu'ici, l'éducation joue un rôle central. Et dans les chapitres concernant justement la question de l'éducation, il y en a deux surtout. Il y a de l'institution des enfants, on en a un peu parlé, c'est-à-dire le chapitre 26 du premier livre, et puis aussi dans un autre chapitre qui s'appelle De l'affection des pères pour les enfants, chapitre 8, livre 2. Et bien dans ces chapitres, Montaigne critique l'usage de la violence dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il y a à son époque toute une pédagogie par la contrainte. hein. Et cette pédagogie par la contrainte est, selon Montaigne, le terreau d'une culture de la domination qui favorise l'essor de la cruauté. Je cite par exemple ce passage qui se trouve dans l'essai sur l'affection des pères pour les enfants, page 477-478. Voici ce qu'écrit Montaigne. Je condamne toute violence dans l'éducation d'une âme tendre que l'on forme pour l'honneur et la liberté. Il y a je ne sais quoi de servile dans la sévérité et dans la contrainte. Et j'estime que ce qui ne peut pas se faire par la raison et par sagesse et habileté ne se fait jamais que par la force. Et puis plus loin, à la fin du paragraphe, Montaigne évoque la pratique du fouet, du martinet si vous voulez, et voici ce qu'il écrit. Je n'ai pas vu les verges produire d'autre effet que de rendre les âmes plus molles ou plus obstinées dans le mal. Que infliger des punitions de ce genre-là, c'est au fond favoriser le développement de la cruauté. Le fouet, ça fait des enfants qui sont encouragés à devenir serviles et cruels. Alors, il y a un chapitre aussi très important sur la cruauté qui s'appelle Couardise, mère de la cruauté. C'est le chapitre 27 du livre 2. Eh bien, dans ce chapitre, Montaigne propose une deuxième explication de la cruauté, et même encore une troisième, vous allez voir. Il y en a deux autres, donc, que celle que nous venons de suivre. Alors, la deuxième cause est indiquée par le titre du chapitre. La couardise, c'est-à-dire la lâcheté, est souvent la mère de la cruauté. Et je peux ici citer aussi le début du chapitre, page 839, qui est assez clair. J'ai souvent entendu dire que la couardise est la mère de la cruauté, et j'ai aperçu par expérience que cette aigreur et cette âpreté d'un cœur méchant et inhumain est accompagnée habituellement par une mollesse toute féminine. Alors, tout de suite, là, je dois dire que, évidemment, il y a une misogynie dans le propos de Montaigne qui est aussi celui d'époque.
c'est tout juste, il ne dit pas que les femmes sont mauvaises, mais il y a quelque chose de cet ordre-là tout de même dans son propos. Et il donne un exemple. Il donne un exemple, Montaigne. Je cite: «J'ai vu des personnages parmi les plus cruels qui étaient sujets à pleurer aisément pour des raisons frivoles. Alexandre, tyran de fer, ne pouvait pas supporter d'entendre jouer au théâtre des tragédies de peur que ses concitoyens ne le vissent gémir devant les malheurs d'Hécube et d'Andromaque. Lui qui, sans pitié, faisait cruellement tuer tant de gens tous les jours. Et à ce moment-là, Montaigne pose cette question: serait-ce la faiblesse d'âme qui pouvait les rendre aussi pitoyables, qui pouvait le rendre aussi pitoyable vers tous les extrêmes? Hein, serait-ce la faiblesse d'âme qui pouvait les rendre aussi pitoyables vers tous les extrêmes, puisque les ici désigne au fond toutes ces âmes molles, hein, comme celle d'Alexandre. Alors Montaigne montre ensuite dans le même chapitre que les hommes vaillants n'ont pas besoin de s'acharner contre leur ennemi lorsqu'ils le tiennent à leur merci. Et ce n'est pas le cas, précise Montaigne, de la pusillanimité qui, elle, se livre à des massacres et fait verser du sang. Et Montaigne dénonce ici les massacres qui résultent de la vindicte populaire. Et il faut d'ailleurs se rappeler qu'à son époque, dès son adolescence, il a été témoin de lynchages, hein, des lynchages opérés par tout un peuple en furie, notamment à Bordeaux. Je crois qu'il avait l'âge de 15 ans, il a assisté à des scènes épouvantables. Hein. Alors, je cite un passage donc, de ce chapitre. Les meurtres qui accompagnent les victoires sont ordinairement faits par le bas peuple et les hommes chargés des bagages. Mépris un peu aristocratique, tout de même, de Montaigne. Hein. Et c'est ce qui fait voir tant de cruauté inouïe dans les guerres populaires. C'est que cette canaille de populace s'aguerrit et joue les braves en s'ensanglantant jusqu'au coude et en déchiquetant un corps à ses pieds parce qu'elle ne connaît pas d'autre vaillance. Plus proche de nous, on peut se souvenir tout de même de ce qui s'est passé au moment de la libération, tout de même. On s'acharnait contre les femmes qui avaient couché avec les Allemands, les tondait. Hein. Bon. Il y avait tout de même quelque chose d'un peu lâche hein, dans cette violence, hein, qui désignait au fond les proies les plus, je dirais, les plus fragiles. Alors dans le même chapitre, eh bien, Montaigne dégage une troisième cause. Et cette cause, elle est à la fois une cause je dirais, assez infernale et en même temps, elle a une dimension collective. Je cite, c'est page 846. Les premières cruautés s'exercent pour elles-mêmes. À partir de là, s'engendre la crainte d'une juste revanche qui produit ensuite une enfilade de nouvelles cruautés pour étouffer les unes par les autres. Bon, commet une cruauté, hein, par exemple, un chef d'État commet une cruauté, il a peur de la vengeance de la famille de ceux qu'il a persécuté. Et alors à ce moment-là, pour éviter ce problème, ben, il va continuer sur sa lancée, il va massacrer les gens de la famille, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je cite par exemple l'exemple donné par Montaigne, Philippe V de Macédoine, comme il était tourmenté par l'horreur des meurtres commis sur son ordre et ne pouvait trouver une autre solution en face de tant de familles éprouvées à divers moments, eh bien, il prit le parti de se saisir de tous les enfants de ceux qu'il avait fait tuer pour les faire périr l'un après l'autre, de jour en jour, et ainsi établir sa tranquillité. Donc on assiste ici à une mécanique infernale où la cruauté engendre la cruauté, hein, on multiplie la cruauté par le seul fait qu'elle a déjà été commise. Alors si je résume, vous voyez, toute cette analyse que nous venons de faire, donc récapitulons, la cruauté n'est pas un pur instinct, c'est une donnée qui n'est pas purement irrationnelle, elle est en partie au moins intelligible, hein, et on peut dégager les causes de son développement, on peut les inventorier. Alors, il s'agit
d'une mauvaise éducation, il s'agit de la couardise, et puis il s'agit de cette mécanique infernale sur le plan collectif où la cruauté engendre d'autres cruautés. Mais vous voyez que s'il est possible, hein, s'il est possible d'inventorier les causes du développement de la cruauté, bah, ça veut dire qu'il est possible d'y porter remède. En tant qu'elle est un instinct, elle ne peut certes pas être annihilée, hein, elle ne peut pas être extirpée, déracinée, mais elle peut toutefois être endiguée, limitée par par une éducation qui soit une éducation digne de ce nom. Alors, est-ce qu'on peut pour autant être rassuré? Parce que si effectivement je suis ce discours, il est plutôt rassurant. Mais est-ce qu'on peut vraiment être rassuré? Alors, sans aucun doute, il est important de dégager les causes qui permettent d'expliquer le développement de la cruauté pour la combattre. Mais il faut bien avouer que la cruauté se présente dans ses manifestations comme une force irrationnelle, un instinct irrépressible, rebelle justement à toute explication. Parce que l'homme cruel, si on y réfléchit bien, l'homme cruel, c'est celui qui fait couler beaucoup plus de sang que c'est nécessaire. La cruauté apparaît ainsi comme quelque chose de monstrueux. Elle est, et c'est ça qui est le plus important, elle est un plaisir gratuit. Elle est le plaisir monstrueux de faire souffrir autrui. Elle est le plaisir de faire le mal pour le mal. Elle n'a donc rien à voir, plus rien à voir avec la violence ordinaire, celle d'un homme qui agit simplement par colère ou par crainte et qui réagit au mal qu'on lui a infligé ou qu'on risque de lui infliger. La cruauté a en elle-même une dimension irrationnelle qui résiste à toute explication. Et d'ailleurs, Montaigne, dans le chapitre sur la cruauté, Montaigne avoue lui-même qu'il n'aurait jamais cru possible que l'on trouve du plaisir dans la cruauté s'il n'en avait été le témoin. Ici, lisez la page 527. Il y a un passage très intéressant, très important, que je vais vous lire et qui mérite d'être lu avec beaucoup d'attention. Je vis en un temps où foisonnent des exemples incroyables du vice dont je parle, du fait de la licence qui règne dans nos guerres civiles. On ne voit rien dans les ouvrages historiques anciens qui soit pire que ce dont nous faisons l'expérience tous les jours. Mais cela ne m'y a nullement habitué. Je pourrais avec peine me persuader, avant de l'avoir vu, qu'il ait existé des âmes si monstrueuses que, pour le seul plaisir du meurtre, elles voulussent le commettre, en tranchant à la hache les membres d'autrui, en aiguisant leur esprit pour inventer des tortures inusitées et des mises à mort nouvelles, sans inimitié, sans profit, et à seule fin de jouir de l'amusant spectacle des gestes et des mouvements pitoyables, des gémissements et des paroles lamentables d'un homme mourant dans la douleur. Car c'est là l'extrême point que la cruauté puisse atteindre. Et ce passage est vraiment très fort. Et Montaigne cite à ce moment-là, juste après, une formule du philosophe latin Sénèque, dont je vous donne la traduction. Qu'un homme tue un homme sans colère, sans crainte, seulement pour le spectacle. Ainsi, la cruauté, donc, c'est bien le plaisir de faire le mal pour le mal. C'est le plaisir du mal sans autre fin que de le contempler, de le faire soi-même pour jouir de son spectacle. Et les guerres civiles, comme celle que connaît Montaigne à son époque, eh bien, sont l'occasion privilégiée où se manifeste la cruauté, car les hommes peuvent s'y adonner sans obstacle et sans frein. Je reprends une formule que je vous ai citée. Je vis en un temps où foisonnent des exemples incroyables de ce vice. L'adjectif incroyable mérite vraiment ici d'être souligné. La réalité
dépasse de très loin ce que l'on n'aurait jamais cru possible. Les guerres civiles foisonnent d'exemples incroyables de cruauté qu'on n'aurait jamais cru voir se réaliser. Et il faut en avoir été témoin pour voir que c'est possible. C'est ça que signifie, au fond, Montaigne. Et il a beau l'avoir vu, il a beau avoir tous ces tueries, ces massacres, ces spectacles, il ne parvient toujours pas à s'y habituer. Une chose, en tout cas, est claire. On ne peut pas voir dans la cruauté une régression à la bestialité, comme on l'entend souvent dire. C'est comme ça que souvent on entend parler de la cruauté, hein, une forme de bestialité, un retour à la bestialité. Alors cela voudrait dire, si c'était vraiment le cas, que les hommes ont le privilège sur les animaux, d'être capables de se conduire par la raison. Or, je ne vais pas refaire la démonstration de l'apologie de Raymond Sebond, vous vous souvenez de ce fameux chapitre 12, hein, du livre 2. La raison ne confère aux hommes aucune supériorité. La supériorité de l'homme sur l'animal est une supériorité imaginaire qui procède de sa présomption, hein, vous vous souvenez de ce texte. Donc, la cruauté ne témoigne pas en l'homme de ce qui serait sa part animale, elle marque au contraire une inhumanité de l'homme en tant qu'homme, une inhumanité constitutive de l'homme, que l'on a bien du mal à concevoir. D'une part, parce qu'elle excède toute mesure, parce qu'elle excède toute logique dans ses manifestations, et puis surtout parce qu'en elle-même, elle est une véritable contradiction logique. L'homme est cet être qui porte en lui quelque chose de contraire à l'inhumanité. Excusez-moi, je reprends ma formule. L'homme est cet être qui porte en lui quelque chose de contraire à l'humanité. Il est naturellement inhumain. Voilà ce que dit Montaigne. C'est tout de même très déconcertant. Hein. Jamais, je ne sais pas, le chien porte en lui quelque chose qui est contraire à son espèce. Ni le chat, ni le bœuf. Eh bien, de l'homme, par contre, c'est vrai. Il y a quelque chose en l'homme, et s'il est exceptionnel, là, de ce point de vue-là, oui. Toujours est-il que la cruauté met en relief, au fond, la fragilité de la bonté. Parce qu'au fond, les hommes qui peuvent se livrer à la cruauté, ils ont été capables d'être bons, hein. Ils peuvent être de très bons pères de famille, comme on dit souvent. Elle révèle donc que la bonté est quelque chose de très précaire. Elle révèle que l'homme peut sombrer, comme on le voit dans les guerres civiles, dans la jouissance du mal. Mais aussi, elle révèle le prix de la bonté. Elle révèle que, au fond, le contraire de la cruauté, c'est-à-dire le contraire de l'inhumanité, c'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est-à-dire qu'elle révèle que, au fond, euh, l'humanité est ce qui est présent en chaque homme. Elle révèle, au fond, ici, un sentiment d'appartenir à une humanité commune, à une communauté humaine. Et ce sentiment d'appartenir à une communauté humaine, il se manifeste par la pitié, par la compassion. Les termes de compassion et de pitié étant assez voisins pour Montaigne, hein, il emploie tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors, sans doute, est-ce la difficulté qu'on a à concevoir la cruauté, hein, c'est très difficile de la concevoir, c'est très déconcertant. Sans doute est-ce cette difficulté qui explique que Montaigne aborde assez tardivement dans son chapitre sur la cruauté cette fameuse cruauté. C'est ça qui est étrange. Vous lisez le chapitre sur la cruauté, il faut attendre quasiment presque la fin du chapitre pour que Montaigne aborde la cruauté. Alors que normalement, le chapitre, hein, a pour titre sur la cruauté. Et cela mérite, je pense, effectivement, qu'on le relève. Hein, je répète, le chapitre commence exactement à la page 515. La cruauté n'est abordée que 10 pages plus loin, page 524, et au fond, il se termine à la page 531. Donc, les 6 dernières pages seulement parlent explicitement de la cruauté. Alors, il faut situer
la cruauté dans la réflexion générale de ce chapitre. Les premières pages du chapitre sont consacrées à une analyse de la vertu morale. Et d'ailleurs, la première phrase du chapitre donne le ton. Je cite: Il me semble que la vertu est une chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous. Hein, je reprends. Il me semble que la vertu est une chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté qui naissent en nous. Alors, la question qui se pose dans ce début de chapitre, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut dire d'un homme qui est naturellement bon, c'est-à-dire d'un homme qui est spontanément ennemi des vices par son tempérament, parce que Montaigne appelle sa complexion, est-ce qu'on peut dire d'un tel homme qu'il est vertueux? Est-ce que l'on peut confondre la vertu avec la bonté naturelle? Eh bien non, parce que comme va le montrer Montaigne, il va falloir distinguer ici 3 degrés de vertu. La vertu, c'est, au fond, la vertu morale, hein, ici dont parle Montaigne. Hein. C'est-à-dire cette force qui permet à l'homme de combattre le vice. Hein. C'est ça, hein, qu'il désigne par la vertu. Alors, le plus haut degré de la vertu, c'est celui qui a atteint Socrate. Socrate, c'est le modèle. Socrate, c'est celui qui a atteint le plus haut degré de la vertu par une longue pratique de la vertu. Ce n'est pas spontané. Hein. On n'acquiert pas, on n'est pas spontanément vertueux. La vertu est toujours le résultat d'un effort de raison et de volonté. Eh bien, Socrate, c'est l'accomplissement de la vertu, si vous voulez. Le deuxième degré, c'est celui des hommes qui savent vaincre leurs inclinations naturelles, mais qui ont encore beaucoup de chemin à faire. Ils ont encore à lutter contre ces inclinations naturelles. Bon, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Hein. Et puis, le troisième degré, c'est celui de la bonté naturelle. Cette bonté naturelle, elle est à peine vertueuse, puisque finalement, ce n'est ni la raison ni la volonté qui en sont la cause. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que Montaigne dit appartenir à la troisième classe. Alors, vous pourriez penser qu'il se vante, mais non, pas du tout. Il l'indique pour montrer aussitôt qu'il n'a aucun mérite. Il n'a strictement aucun mérite à éprouver de la répugnance pour les vices, parce qu'il a la chance d'être né ainsi. Alors, je lis page 524. Ce que j'ai de bon en moi, je l'ai au contraire par l'effet du hasard et de ma naissance. Je ne le tiens ni d'une loi, ni d'un précepte ou d'un autre apprentissage. L'innocence qui est en moi est une innocence native, peu de vigueur et point d'art. Je hais, alors c'est là il amène cette fameuse phrase là que je vous ai citée déjà tout à l'heure, je hais entre autres vices cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, en la considérant comme le plus grand de tous les vices. Cela va même jusqu'à une telle faiblesse que je ne vois pas égorger un poulet sans déplaisir, et que j'ai du chagrin quand j'entends gémir un lièvre sous les dents de mes chiens, quoique ce soit un plaisir violent que la chasse. Bah, il aime bien chasser, mais il n'aime pas voir souffrir les lièvres. Ah oui, il adore se promener avec son cheval dans la forêt, hein, donc il doit certainement aimer la chasse, donc les seigneurs de son coin. Hein. Mais bon, il ne supporte pas la souffrance des animaux. Et d'ailleurs, il se dépeint lui-même comme quelqu'un d'assez faible. Hein. Bon, et il sait bien qu'on se fiche de sa poire d'ailleurs. Hein. Bon, mais voilà, c'est ainsi qu'il est. Donc, il n'aime pas la violence, il n'aime pas le vice. Et c'est son tempérament. C'est pas lui qui, c'est pas lui qui l'a voulu. Hein, c'est pas le résultat d'un effort de volonté et de raison. Donc, ici, c'est vrai que Montaigne insiste beaucoup dans le chapitre sur le fait que son rejet de la cruauté n'est pas d'ordre moral, mais d'ordre purement affectif, d'ordre purement instinctif. Donc, il n'a aucun mérite, et c'est ça qu'il veut souligner. Il n'a aucun mérite à rejeter la cruauté. Seulement, il veut aller plus loin que le simple fait d'un rejet instinctif. Il veut montrer que le refus de la cruauté, ce n'est pas seulement la marque
d'une nature délicate et sensible comme lui, Montaigne. Le refus de la cruauté repose sur un jugement moral. C'est ce qu'il veut montrer. C'est à ça qu'il veut aboutir. Alors, avant d'aborder l'argumentation qui fonde le jugement moral, qui refuse la cruauté, bah, il faut, je pense aussi, relever l'ambiguïté qui caractérise son rejet instinctif. Et vous avez peut-être entendu la formule de Montaigne. Eh bien, maintenant, je vais y revenir parce qu'elle est tout de même assez étrange, celle par laquelle il exprime son rejet de la cruauté. Je reprends la formule. Je hais, entre autres vices, cruellement la cruauté, et par nature et par jugement, en la considérant comme le plus grand de tous les vices. C'est quand même une formule étonnante. C'est-à-dire que la compassion, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. La compassion, la pitié, par exemple, qu'il a pour les animaux qui souffrent, ne s'oppose pas à la cruauté comme une force psychique qui serait totalement opposée à la cruauté. Il n'y a pas deux forces psychiques qui soient radicalement hétérogènes et qui s'opposent l'une à l'autre. Si vous regardez bien ce que dit Montaigne, eh bien, la compassion est elle-même investie de l'intérieur par la cruauté. Elle est investie de l'intérieur par la cruauté, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il écrit qu'il est, au fond, il est cruellement la cruauté, là qui est assez étonnant. Et vous avez, au début du premier chapitre du livre 3 des Essais, c'est-à-dire sur l'utile et l'honnête, vous avez un passage assez remarquable où Montaigne souligne encore une fois l'ambivalence ou l'ambiguïté de la compassion. Il montre que, au fond, la compassion est toujours mêlée de cruauté. Il y a toujours un élément de cruauté, si vous voulez, dans la pitié, dans la compassion. Je vous lis ce passage, c'est page 956. Au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans de nous je ne sais quelle pointe de plaisir méchant à voir souffrir autrui. Même les enfants éprouvent cela. Alors ça, je trouve ça assez étonnant. Et alors, je ne peux pas ne pas penser à ce que des philosophes modernes comme Nietzsche et Freud diront aussi finalement eux-mêmes de la pitié. Par exemple, Freud montrera que la pitié, c'est la cruauté refoulée. Hein. Il y a une transformation d'un sentiment sadique en son contraire, par l'effet de l'éducation. Bon, par exemple, chez Nietzsche, il y a autre chose, mais quelque chose d'assez proche. Et c'est vrai qu'il y a chez Montaigne une certaine conscience de la complexité, au fond, de la vie affective. Du fait que, au fond, on n'est pas tout bien, tout bon, tout gentil, hein, mais que même dans la répugnance qu'on a ici à voir souffrir, il se mêle un certain plaisir à voir souffrir. Pas si simple, hein. Et dans ce passage, juste après ce passage, Montaigne cite le premier vers du poème latin de Lucrèce, De natura rerum. Alors, je ne cite pas en latin, je cite sa traduction. C'est un passage très célèbre. Il est doux quand sur la vaste mer, les flots sont soulevés par les vents, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui. Et par ce premier vers, Lucrèce, au fond, parle de la position du sage qui se trouve en surplomb, hein, et qui contemple de loin, en quelque sorte, le spectacle des malheurs de l'humanité, hein, et exactement comme celui qui se trouve sur un promontoire, hein, et qui voit la vaste mer complètement remuée par les vents. Et bien, c'est exactement la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire il y a dans ce plaisir, hein, au spectacle de la mer déchaînée, une petite forme de sadisme. Hein. Bon, le plaisir de ne pas en être déjà, là, de ne pas être accablé de malheur, et puis un certain petit plaisir à voir souffrir les autres. Hein. Bon, tout en les plaignant, évidemment, évidemment, tout en éprouvant de la compassion. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, hein, dans le propos de Montaigne. Et alors, Montaigne fait ce commentaire, hein, je cite ce commentaire.
Si l'on supprimait en l'homme les germes de ses manières d'être, on détruirait les conditions fondamentales de notre vie. Là, c'est une réflexion, je dirais presque nietzschéenne. Je dirais qu'au fond, ce qu'il vient montrer, c'est qu'au fond, la cruauté, c'est un élément vital. Ça fait partie de notre équilibre vital. Nous sommes ainsi construits, nous sommes ainsi faits qu'au fond, il ne peut pas ne pas y avoir de cruauté. Elle est forcément un élément présent et elle est un élément présent, pas forcément de manière négative. Il contribue à notre survie. Bon, alors, il ne développe pas, c'est ça qui est dommage, mais il montre cet aspect. Enfin, peu importe. Donc, il suggère que la cruauté, c'est elle a une fonction vitale. Elle a une fonction vitale. Elle est nécessaire hein, à notre équilibre vital. Bon, mais comme je l'ai dit, Montaigne ne s'en tient pas uniquement à une réflexion anthropologique sur la cruauté. À la fin de l'essai sur la cruauté, il développe une argumentation morale. Et il tient à montrer que sa position, donc, ne relève pas seulement de sa sensibilité personnelle. Alors, je cite ici, page 528, ce qu'il écrit. Afin qu'on ne se moque pas de cette sympathie que j'ai pour les Belges, je sais que je suis ridicule, mais enfin, c'est ce qu'il dit, entre autres, quoi. Afin qu'on ne se moque pas de cette sympathie que j'ai pour les Belges, je dirais que la théologie elle-même nous commande quelques faveurs pour elle, et que considérant qu'un même maître nous a logés dans ce palais pour son service, et qu'elles sont alors excusez-moi, je reprends. Considérant qu'un même maître nous a logés dans ce palais pour son service, et qu'elles sont comme nous de sa famille. Hein. Je reprends l'ensemble. Afin qu'on ne se moque pas de cette sympathie que j'ai pour les bêtes. Je dirais que la théologie elle-même nous commande quelques faveurs pour elle, et que considérant qu'un même maître nous a logés dans ce palais pour son service, et qu'elles sont comme nous de sa famille. Bon, vous avez un argument théologique que cite Montaigne, hein, qui est assez connu, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, les hommes, ce sont des créatures. Ce sont des créatures de Dieu, comme les animaux, comme les plantes. Donc, nous vivons tous dans le même palais. Les animaux et les plantes sont en quelque sorte nos frères. Ils sont de la même famille. Et à ce titre, nous avons l'obligation de bien traiter les autres créatures, puisque nous sommes de la même famille. Et Montaigne, vous voyez bien ici, ne conçoit pas l'humanité comme une espèce à part. Et vous vous souvenez que dans l'apologie de Raymond Sebond, il va tout faire pour mettre en cause le privilège que l'homme s'accorde sur les autres animaux. Bon. Deuxième argument. Il est plus intéressant, mais malheureusement, vous allez voir que Montaigne ne développe pas. Il n'est pas explicite. Eh bien, ce qu'on peut regretter, et bon, on en restera là. Voici ce deuxième argument. Cette fois-ci, il ne se réfère plus à Dieu, à la nature, comme un palais. Il évoque une obligation mutuelle qui résulte du commerce, c'est-à-dire des relations qui existent entre les autres créatures et nous, entre les animaux et aussi les arbres et aussi les plantes et nous-mêmes. Je cite le passage, c'est page 530-531. Quand bien même les animaux n'auraient pas ces avantages, c'est-à-dire, je traduis en admettant que nous leur soyons supérieurs, comme les hommes le croient volontiers, même en admettant ça. Donc, quand bien même les animaux n'auraient pas ces avantages, il y a pourtant un certain égard et un devoir général d'humanité qui nous attache non seulement aux bêtes qui ont vie et sensibilité, mais aux arbres eux-mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes et la douceur et la bienveillance aux autres créatures qui peuvent être capables de les ressentir. Il y a quelques relations sociales entre elles et nous et quelques obligations mutuelles. Fin de citation. Alors ça, vraiment là, c'est un passage assez étonnant. Et ici, il est assez remarquable que le devoir général d'humanité dont parle ici Montaigne ne se limite pas aux hommes. Ce devoir général d'humanité ne se limite pas aux hommes. Il ne concerne pas que les hommes. À l'égard des hommes, il doit se traduire par un devoir de justice, mais il doit s'étendre aux autres créatures. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables de sensibilité. C'est
ce qu'il dit, hein, elles sont capables de sensibilité et seulement dans la mesure où elles sont capables de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des créatures qui ne sont pas sensibles, là, elles ne sont pas concernées. Mais nous avons un devoir à l'égard des créatures qui sont sensibles et nous leur devons douceur et bienveillance. Douceur et bienveillance. Alors malheureusement, Montaigne n'est pas ici explicite. Alors il y a peut-être des passages, mais je ne le connais pas, où il s'explique plus sur la question, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Mais surtout, il évoque la possibilité de relations sociales entre les hommes et puis les autres créatures qui sont capables, hein, qui sont capables ici de ressentir la bienveillance et la douceur. Il y a des relations sociales entre les animaux et nous, notamment, et peut-être même au-delà, entre les plantes et nous, entre les arbres et nous. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Montaigne parle d'obligation mutuelle. C'est-à-dire qu'attention, nous avons des devoirs envers les autres créatures, mais eux aussi, hein, ils ont des devoirs envers nous, d'une certaine façon, si on parle d'obligation mutuelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une relation de réciprocité. Alors évidemment, on restera sur notre fin, puisque Montaigne ne s'explique pas plus sur la question. Hein, vous voyez, mais c'est assez étonnant tout de même. C'est assez étonnant. Alors, effectivement, aujourd'hui, Montaigne peut revenir à la mode, hein, puisque effectivement, vous avez beaucoup de, 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 de réflexions qui condamnent l'anthropocentrisme de l'homme, qui insiste sur le fait que l'homme est un vivant, qu'il doit respecter les autres êtres, etc. Bon, c'est vrai que Montaigne, de ce point de vue-là, déjà à son époque, effectivement, tient un discours extrêmement original. Et notez bien qu'il tient un discours d'autant plus original qu'il est dans une époque où, franchement, la question qui prime, c'est la question des souffrances qu'endurent les hommes, hein. On est en pleine guerre civile. En pleine guerre civile, il va vous raconter que nous avons des obligations envers les animaux et les plantes même. C'est quand même assez remarquable, hein. Bon. Alors, comme je n'aurai pas le temps de développer les analyses de Montaigne sur le mensonge, je vous l'ai dit tout à l'heure, je dirai ici ce qui me paraît l'essentiel. Au fond, si je pense que c'est exact, hein, pour Montaigne, le mensonge est, avec la cruauté, le vice qu'il déteste le plus. Au fond, ce sont les deux vices principaux. Comme pour la cruauté, la haine, l'aversion que Montaigne éprouve à l'égard du mensonge procède à la fois de son tempérament, hein, mais aussi elle est le produit d'un jugement moral. Et j'invite ici à lire particulièrement le chapitre 9 du premier livre, qui a pour titre Sur les menteurs, et aussi le premier chapitre du livre 3 sur l'utile et l'honnête. Là, vous avez, lisez-les, c'est pas très dur, je pense pas, hein, et vous aurez une approche assez complète de la question. Alors moi, je vais simplement au plus important. Au fond, mentir n'est pas seulement dire délibérément le faux, hein, c'est le faire passer pour vrai aux yeux d'autrui. C'est trahir la confiance d'autrui. C'est ça le plus grave, hein, on trahit la confiance d'autrui. C'est agir déloyalement en manipulant le langage aux dépens d'autrui. Et par là, c'est ce que montre surtout Montaigne, par là, le menteur ne fait pas seulement du tort à celui à qui il ment, il porte tort à l'humanité en général. Pourquoi il porte tort à l'humanité en général? Parce que l'humanité se constitue par la communication. L'homme ne devient humain que par le langage, la communication. Et là, je cite un extrait extrêmement important que j'avais déjà cité quand j'avais parlé de l'art de conférer. Il se trouve donc au chapitre 9 du livre 1. Je cite: En vérité, le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et ne sommes liés les uns aux autres que par la parole. Nous ne sommes hommes et ne sommes liés les uns aux autres que par la parole. Donc, le mensonge est un vice hautement préjudiciable parce que tout simplement, il détruit les liens humains, il détruit les relations humaines qui reposent sur la confiance.
La base, au fond de l'humanité, c'est la confiance que les hommes se portent les uns aux autres. Alors, Montaigne ne dit pas n'a pas une condamnation absolue du mensonge. Il y a certaines circonstances, où on n'a pas le choix. Il ne le cache pas. Mais fondamentalement, son message, c'est ça, c'est que le mensonge, c'est quelque chose d'extrêmement vicieux. Et par ailleurs, le mensonge est lié au vice en général. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le mensonge est le vice dont ont besoin les autres vices. C'est-à-dire qu'au fond, les autres vices ont besoin de se dissimuler, ils ont besoin de la dissimulation, ils fuient la transparence. Ils ont besoin de l'obscurité. L'homme vicieux a besoin que ses intentions, que ses pensées échappent au regard, et y compris échappent à son propre regard. Il a besoin de se faire croire au fond qu'il n'agit pas mal, hein. Il a besoin de se faire croire qu'il agit pour le mieux, hein. Voilà, il met ça de côté en quelque sorte, hein. Il a besoin de ne pas s'interroger vraiment sur les raisons de sa conduite. Donc l'exigence morale, elle, au contraire, c'est une exigence de véridicité. Et en tant qu'elle est une exigence de véridicité, elle implique un regard distancié sur soi-même, hein. Donc l'exigence morale implique nécessairement une réflexion. Il faut se mettre à distance de soi, s'interroger sur les raisons de son action. Ça, c'est absolument indispensable. Ce que ne fait pas l'homme vicieux, hein, qui préfère effectivement garder ça de côté. Et l'exigence morale, elle est l'exigence d'un accord avec soi-même, c'est-à-dire d'un accord entre ce que je manifeste de moi, extérieurement aux autres, et puis ce que je suis au-dedans de moi-même. Et c'est par cet effort sur soi, ben, que l'homme s'ouvre alors véritablement à l'universalité des hommes. Voilà pourquoi et en quoi, au fond, la morale peut devenir universelle. Alors, ce n'est pas une universalité une fois pour toutes acquise, hein, c'est une universalité qui est sans cesse finalement visée, hein. Voilà ce qu'on peut dire, et je peux considérer que mon propos est terminé et là je vais vous laisser la parole donc